en croisade. C'est le seul combat qui va être mené pour moi. Moi pour lui. Et là, il n'a pas besoin de tarder. Quand on va saigner au couteau les musulmans, ça va pas être beau. Des propos haineux que les jeunes de DI ne tiennent qu'en privé. Ils savent que tenus en public, selon l'article 24 de la loi de 1881, ils peuvent risquer jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour incitation à la commission de crimes. Cette guerre contre les musulmans, une idée fixe qui ne semble pas quitter un seul instant l'esprit de Ludo. Je pense que ça va arriver bientôt, ça. Je sais pas. Le tout, c'est quand ça se passe, c'est d'être prêt. Mmh. Pas se faire cueillir comme des fruits. Parce que eux, ils violent, ils dégorgent de là à là. Dire qu'il y aura les arabes d'un côté et les blancs de l'autre, ça veut dire quoi? Ni plus ni moins que les musulmans contre les chrétiens, point là. C'est la traduction de ce qu'il y aura. On n'est pas en train de se battre pour une couleur. On est en train de se battre pour la religion. Dans le Coran, c'est marqué. Effritement du Front National, crise économique, peur de l'immigration, aujourd'hui les jeunesses d'extrême droite se réorganisent. Et d'essayer de multiplier ce nombre de structures-là à travers toute la France. Dans plusieurs villes de France, des petits groupes rêvent de guerre civile et s'y préparent en secret. Dernier né de cette tendance ultra-radicale, Dias Iré, 150 nationalistes basés à Bordeaux, proche des mouvances traditionnalistes de l'Église catholique. Je suis en croisade. Quand on va saigner au couteau les musulmans, ça va pas être beau. Parce que eux, ils violent, ils dégorgent de là à là. Pendant 5 mois, notre journaliste a infiltré ce groupe en pleine formation, partagé le quotidien de ses militants, recueilli leurs pensées les plus intimes. Moi, c'est les femmes que je tue en premier. Dès le plus jeune âge, élevés dans des écoles intégristes, ils grandissent dans la haine de l'autre. J'aime pas les juifs, j'aime pas les arabes, les juifs, j'aime pas les noirs. Voyage au cœur d'une mouvance radicale, nationaliste et religieuse. Bienvenue chez Dias Iré. Centre-ville de Bordeaux, il est 20h. Une entrée d'immeuble dans une ruelle étroite. Des filles et des garçons en nombre égal. Ils ont entre 20 et 25 ans. Ce sont les jeunes de Dias Iré. Après avoir essayé de les contacter sans succès pendant plusieurs semaines, je finis par apprendre qu'ils se sont donné rendez-vous derrière une église du centre-ville. Je décide de me joindre au groupe. Un escalier en colimaçon mène à une grande cave. C'est ici que les jeunes du mouvement se retrouvent pour boire des bières et refaire le monde. Apparemment ce soir, je suis le seul nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Dans la cave, la déco est sommaire. Sur le mur, seuls des drapeaux des phalanges franquistes rappellent que je suis bien dans une mouvance d'extrême droite. Leur chef, Fabrice Sorlin, un ancien responsable du Front National, en la parole. Comme vous avez vu, on a trouvé un local pour le mouvement. On est en plein travaux, c'est-à-dire l'idée ça va être de nettoyer toutes les pierres, de mettre du parquet là où il y a de la terre. Et au final, de faire ici un bar associatif. L'idée c'est de continuer à tisser un lien social sur Bordeaux, continuer dans le tissu associatif, dans le métapolitique. Leur mouvement vient de voir le jour. Les cadres sont sollicités pour faire appel aux bonnes volontés des militants. Donc, supervise les travaux, donc il a besoin de pas mal de choses, donc il va vous expliquer en 2 mots ce dont il a besoin. Alors la première chose, c'est que je vous cache pas qu'on a besoin d'argent. Donc tous les dons sont bienvenus, parce qu'il y a pas mal de dépenses à faire. Que si vous connaissez en plus un premier... Qui travaille gratos, ça va sans dire. Voilà, bien sûr, travailler gratos. On récupère tout ce qui est meubles,
Bois, alors canapé pourquoi pas, table pourquoi pas, du bois en vrac aussi. On est 4 personnes dessus, tous les mercredis on est là. La plupart des jeunes présents dans cette cave se connaissent depuis l'enfance. Ma présence étonne un peu. Antoine m'aborde, étudiant en génie civil. Il est un des cadres fondateurs de Dié Ciré, littéralement jour de colère, DI pour les intimes. Et toi, tu connaissais un petit peu DI avant Bah, moi, je connaissais Sorlin, parce qu'en fait, j'ai milité au FN. Bah carrément, c'est bien. De toute façon, on a toujours besoin de monde. Mon lien inventé avec le Front National le rassure. Antoine se détend. Et pour me motiver à entrer dans leur groupe, il me présente les bases du mouvement. L'idée, c'est de s'implanter dans une ville, d'essayer de tout orienter, et c'est comme ça que ça marche. Ça a inspiré pas mal de bouquins pour créer ça, c'est ça qui est bien. Je sais pas si tu connais les Hordes. Ah non. Les carnets de Turner. Carnet de Turner, c'est quoi ça, les carnets de Turner? C'est un bouquin que tu peux télécharger sur internet. Ça raconte en fait l'histoire d'un groupe de combattants américains qui se sont battus contre l'État américain. D'accord. Qui ont gagné finalement. Puis voilà. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que on peut voir pas mal de choses qui peuvent être appliquées complètement. Et ça, c'est vachement bien. Les carnets de Turner. Un mouvement politique qui se sert des carnets de Turner comme ouvrage de référence. L'information est à peine croyable. En effet, les carnets de Turner, écrits en 1978 par un leader néo-nazi américain, est un brûlot haineux, véritable mode d'emploi de la guerre civile contemporaine. L'auteur y prône la création de milices autonomes, entraînées et prêtes à détruire le système démocratique. L'ouvrage est interdit dans la plupart des pays du monde. En France, par arrêté ministériel, la circulation, la distribution et la mise en vente de ce livre sont interdites. Il est de nature à causer des troubles à l'ordre public en raison de l'apologie du racisme, de l'antisémitisme et du recours à la violence qu'il fait. C'est un scénario qui raconte la prise de pouvoir en Amérique par des racistes blancs. Et ça commence par la pendaison des Noirs et des Juifs dans la rue. Pour en savoir plus sur ce groupe qui dit vouloir s'inspirer des carnets de Turner, la semaine suivante, je parviens à me faire inviter à une réunion du groupe. J'arrive devant un hangar, à la campagne, à quelques kilomètres au nord de Bordeaux. Une centaine de personnes de 15 à 65 ans attendent que leur chef prenne la parole pour poser les bases de leur mouvement. Le véritable ennemi qu'on a en fait aujourd'hui, nous, en tant que nationalistes, en tant que patriotes, c'est la démocratie moderne, c'est-à-dire c'est le système politique dans lequel on vit aujourd'hui. En fait, c'est très important d'avoir cette nuance-là et de se fixer l'ennemi à combattre pour éviter de s'éparpiller ou de faire des erreurs dans ses choix stratégiques. Et comment on fait maintenant qu'on sait quel est notre ennemi et quels sont les points qu'on doit défendre? Les deux solutions de façon directe, c'est le coup d'État ou les urnes. Le coup d'État, beaucoup de personnes s'y sont intéressées, on l'a étudié, oui, effectivement, sans trop y croire. Dans une démocratie moderne, c'est complètement impossible. Les urnes, alors ça c'est malheureusement là-dedans que la plupart des personnes de chez nous seront roulées dans la farine. Le coup d'État trop risqué, les urnes une utopie, il ne leur reste qu'une option, organiser des petits groupes répartis sur tout le territoire, intellectuellement et physiquement préparés à déstabiliser le pouvoir, exactement comme c'est écrit dans les carnets de Turner. Les échecs continuels du pouvoir représentent seulement une fissure entre mille autres, dans cet édifice effrité que nous tentons désespérément de démolir. Notre unité, tout comme d'autres unités, ont été désignées afin de prendre pour cible divers tentacules du système. Mais il est clair que nous ne gagnerons pas par la seule action directe, nous devons convaincre que ce que nous réalisons est aussi nécessaire que justifié. Un extrait dont va s'inspirer directement Fabrice Sorlin. L'échelle de grandeur nationale, elle nous dépasse. On n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les moyens humains. Je ne vois pas ce qu'on peut faire au niveau national pour faire changer les choses. En revanche, au niveau local, là où on habite, là où nos enfants vont à l'école, là où est notre paroisse, je ne dis pas qu'on va reprendre la mairie de Bordeaux ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir un travail concret fait sur le terrain. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de partir du local.
et d'essayer de multiplier ce nombre de structures-là à travers toute la France, dans toutes les villes de France. Ça sera autant de pôles de résistance, et s'il y en a une qui est décapitée et qui saute, il en restera autant d'autres. Voilà en fait comment nous, la stratégie qu'on a adoptée aujourd'hui. Le potentiel radical de cette nouvelle pousse de l'extrême droite, structurée autour d'un livre nauséeux, dépasse ce que j'avais imaginé. Je décide alors de prendre officiellement contact avec le leader de Dies Irae. Son mouvement a besoin de se faire connaître, il accepte donc l'interview. Pour préserver mon anonymat, c'est un collègue qui s'y rend à ma place. Fabrice Sorlin va lui réciter sa leçon. Fabrice Sorlin, j'ai 29 ans, je suis ingénieur en environnement. J'ai 2 enfants. D'ailleurs, peut-être c'est le moment où je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est Dies Irae. C'est un mouvement politique et social d'implantation locale. La finalité de notre mouvement, c'est le politique, mais le politique au sens traditionnel, au sens classique du terme, à savoir la poursuite du bien commun, de l'intérêt général. Une présentation bien polie, très éloignée de ce que j'ai vécu et entendu lors de mes premières rencontres au sein de ce groupe. Un groupe qui souhaite la mort de la démocratie en s'inspirant des cahiers de Turner. Et d'un plan plus large, vos inspirateurs idéologiques, vos lectures Alors écoutez, moi, mes inspirations idéologiques et celles de notre mouvement, ce sont les inspirateurs, ça va vous décevoir, mais de la philosophie classique, donc Aristote, saint Thomas d'Aquin, etc. Une version officielle qui n'a rien à voir avec la réalité que j'ai pu observer. Inutile de continuer cette interview, je reprends mon enquête. J'apprends que les travaux sont en cours dans la cave où je les avais rencontrés la première fois. Je repense aux cahiers de Turner, au discours sous le hangar. Comment vont-ils mettre tout cela en pratique? Je décide d'aller leur apporter mon aide. Lieu discret où le groupe pourra se réunir, ils ont décidé de transformer cette cave en local. Le chantier est immense, 4 salles en pierre de taille, 4 mètres sous plafond. L'objectif, construire ici un bar, une salle de conférence, une bibliothèque et une salle de musculation. Là, je suis pour le Christ et pour DI. Plutôt pas mal, Et je propose qu'on aille à la messe maintenant. Ouais, bien crade, Imagine, les mecs qui travaillent un peu à la messe. Oh là là, les crados. Surpris, je découvre qu'en plus d'être des antidémocrates acharnés, ces jeunes sont tous des chrétiens traditionalistes. Pour eux, politique et religion sont inséparables. Et justement, aujourd'hui, en plein chantier, ils reçoivent la visite d'un abbé. On est où par rapport à la grosse cloche? Là, c'est la grosse cloche là, que vous voyez. Parce que moi, j'ai aucun sens de l'orientation. On est dans quel sens, là? On est où, putain? L'église est pile en face de nous. Là, l'église est là. T'es sûr? Ah oui, c'est vrai, ça change. Je suis nul, là. Non, mais puisque... La cave, gracieusement mise à disposition de DI par des catholiques intégristes, se trouve juste en dessous d'une église traditionnaliste, une église dirigée par cet abbé. Vous soutenez notre mouvement ou Comment? Vous soutenez notre mouvement? Non, c'est Dies Irae. C'est pas mal, patron. On va pas faire ça, copain. Fafa, c'est le surnom donné par ses amis à Fabrice Sorlin, le chef de la bande. Visiblement, l'abbé fait partie des initiés. Habituellement, c'est quelques mètres plus haut que l'on rencontre l'abbé. Son église est une des 400 églises traditionnalistes de France. Celle-ci compte plus de 500 fidèles et elle est pleine tous les dimanches. La messe se fait en latin, le dos tourné aux ouailles, selon le rite tridentin. Aujourd'hui, et pour la première fois en 20 ans, l'abbé va mettre son prêche entre parenthèses. À Rome, un décret vient de tomber. Benoît XVI a levé l'excommunication des lefévristes, la frange la plus radicale du courant traditionnaliste. Le Seigneur nous pardonnera aujourd'hui, bien évidemment, de ne pas traiter les textes liturgiques, mais de lire et commenter le décret qui est tombé hier de Rome. L'événement est tellement historique que cette lecture est nécessaire. Pour comprendre l'onde de choc que représente cette réintégration, il faut remonter à 1962.
À Rome, le pape Jean XXIII ouvre le Concile Vatican II. Pour la première fois, en plus d'un siècle, tous les pères de l'Église se réunissent pour moderniser le culte catholique. La messe en latin est mise de côté, les prières méprisantes à l'égard des Juifs sont supprimées et l'Église doit s'ouvrir aux autres religions. Les conservateurs crient au scandale, rejettent Vatican II et se dressent contre le pape qu'ils accusent de vouloir détruire la chrétienté. 20 ans plus tard, Monseigneur Lefebvre, un cardinal français qui a pris la tête de ce courant conservateur, décide de se séparer de l'Église. Je pense que c'est mon devoir de donner les moyens de faire ce que j'appellerais cette opération survie de la tradition. Ancrés sur leur refus de Vatican II, en 88, Lefebvre et ses fidèles sont excommuniés. Parmi eux, Richard Williamson, connu de longue date pour ses prises de position antisémites. Quelques semaines avant la levée de l'excommunication, en ultime provocation, il avait pris position devant une caméra de la télévision suédoise. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed? In gas chambers. So there was no gas chambers? I believe there were no gas chambers. Depuis, Williamson, sommé par le pape de revenir sur ses déclarations, semble séduire les jeunes de DI, qui rêvent de voir l'Église revenir au temps de l'intolérance, au temps d'avant Vatican II. Je retrouve les membres de DI à quelques kilomètres au nord de Bordeaux, sur un terrain qui leur a été prêté par un paysan, partisan de Monseigneur Lefebvre. Ici, pour la première fois, je rencontre Ludo. Cadre fondateur du mouvement, traditionnaliste convaincu, il ne tarde pas à me parler de son mépris pour Vatican II. Vatican II, c'est un piège de franc-maçon pour faire vider les églises, ce qui a très bien marché. Ah ouais, mais c'est certain ça aussi. Oui, c'est de notoriété publique. Celui qui ne le voit pas, c'est celui qui n'a pas étudié le bordel. T'as pas vu les prêtres de maintenant, habillés comme des manouches là, et puis faire l'église avec du banjo et de la bordel, et puis des filles qui servent la messe et tout le bordel. La gerbe, la messe moderne. La condition majeure pour réintégrer l'église est de reconnaître et d'appliquer les principes de Vatican II qui sont à la base de la messe moderne. Visiblement, Ludo n'y est pas prêt. Ça me dérangerait pas de fracasser un prêtre moderne. Lui coller un peu mon poing dans la gueule et de lui exploser les dents, ça me dérangerait pas. Quand je leur dis qu'ils valent pas plus cher que des satanistes, ils aiment pas ça. Ils font du cirque, ils trompent quand même toute une assemblée de fidèles. Ils sont là, qui y croient. Et en fait, c'est de la merde. Toi, on te sert de la merde. T'es venu voir Rambo 4, et on te sert Desperate Housewives. Tu dis non, on m'a enculé. C'est ça qu'ils font tous les dimanches. Ils t'enculent profond. Ludo me dit qu'il est militaire de carrière et qu'il a déjà été plusieurs fois envoyé dans des zones de combat. Sur ce terrain de la campagne bordelaise, il envisage de mettre son expérience militaire au service de ses convictions politiques. Ici, Ludo veut bâtir un parcours du combattant. Voilà tout le monde agrès, voilà comment ça va se disposer sur le terrain. Bien un agrès. Donc une buse avec une sortie donc une buse de 10 mètres. On rentre dedans, on ressort collectif. 10 agrès inspirés directement des entraînements de l'armée. Selon notre enquête, c'est la première fois qu'en France, un parcours du combattant va être construit et utilisé en dehors d'un cadre militaire. Tenu entre eux par des jeunes, peut-être les premiers à nouveau. Aidé par quelques militants, Ludo s'est donné 4 mois pour bâtir son parcours. 3 heures plus tard, un premier agrès se profile. Autour d'une cigarette, l'atmosphère est propice à la confidence. J'en profite pour demander à Ludo ce qui le motive à entreprendre un pareil chantier.
suis en croisade. C'est le seul combat qui va être mené pour moi. Moi pour lui. Et là, il n'a pas besoin de tarder. Quand on va saigner au couteau les musulmans, ça va pas être beau. Des propos haineux que les jeunes de DI ne tiennent qu'en privé. Ils savent que tenus en public, selon l'article 24 de la loi de 1881, ils peuvent risquer jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour incitation à la commission de crime. Cette guerre contre les musulmans, une idée fixe qui ne semble pas quitter un seul instant l'esprit de Ludo. Je pense que ça va arriver bientôt, ça. Je sais pas. Le tout, c'est quand ça se passe, c'est d'être prêt. Non. Pas se faire cueillir comme des fruits. Parce que eux, ils violent, ils dégorgent de là à là. Dire qu'il y aura les arabes d'un côté et les blancs de l'autre, ça veut dire quoi? Ni plus ni moins que les musulmans contre les chrétiens, point là. C'est la traduction de ce qu'il y aura. On n'est pas en train de se battre pour une couleur. On est en train de se battre pour la religion. Dans le Coran, c'est marqué. Là où un musulman pose le pied sur terre musulmane jusqu'à la fin des temps. Il n'y en a pas assez en France pour que tu comprennes ce que ça veut dire. C'est pour ça que je te dis, moi ce combat-là, j'ai pas envie de le mener avec n'importe qui et tout le monde, quoi. Je vais pas les sauver le plus de peine qui ont rien fait pendant des années, qui se réveilleront un matin avec le couteau sous la gorge. Oh, qu'est-ce que je fais? Viens m'aider. Tu vas te faire enculer. Je suis pas la bêtise. Je vais dire comment je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est que la salle de muscu dans le local, elle n'est pas là pour rien. Le parcours qu'on m'attend, il n'est pas là pour rien. C'est qu'il va encore s'en servir. Frappé par tant de violence, j'ai besoin de prendre un peu de distance. Mais Ludo ne m'en laisse pas le temps. Il me propose d'aller rendre visite à un couple de voisins, eux aussi membres de DI. Bonjour. André, le voisin, partage avec Ludo, notre militaire, la passion des armes. Fier de son arsenal, il décide de nous le montrer. Quelle belle arme! En quelques secondes, je suis entouré par 3 pistolets. André possède aussi 2 carabines. Ludo est ravi. Il voudrait s'en servir sur le terrain d'entraînement. Un Glock 17, c'est une baguette. C'est une baguette de carrière. La chirurgie Valkyrie. C'est la chirurgie Valkyrie. C'est celle que je préfère. C'est celle que je préfère. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit parcours de tir. Je fais un petit parcours de tir au bloc. Et on travaille. Est-ce que tu peux avoir un deuxième chargeur? On va deux. Oui. Donc on travaille un changement de chargeur. On travaille sur un parcours, on se fait un parcours simple. Changement de chargeur, déplacement tactique, tir tactique. Ludo s'emporte. Il rêve d'un entraînement armé avec une lunette de visée qui permet de toucher une cible à hauteur d'homme à plus de 500 mètres. D'ailleurs, il possède déjà le logiciel d'entraînement. Même André a du mal à le suivre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est la hauteur de la cible. Donc là, en l'occurrence, sur le logiciel, il te donne ta hauteur de cible, qui est une cible normale. Après, tu as des cibles, ouais, si c'est un ragondin, c'est de 20 cm, c'est la merde. Pas bien pour monter un ragondin, c'est fait pour monter le panou-panou. Les panou-panou dans notre région de maintenant, les panou-panou. Ils se reproduisent en plus, les panou-panou. Je veux m'entraîner au ragondin, moi. C'est quoi la chasse au panou-panou? Ah d'accord. La soirée ne fait que commencer et ça ne va pas s'arranger. Arrivé chez le propriétaire du terrain, je rencontre de nouveaux sympathisants. Ici, entre amis, on va parler politique.
Qui nous gouverne, nous, c'est le fric. Le fric, qui c'est qu'il a? Ce sont les juifs. Et puis ça attend. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Moi, j'ai dit, s'il n'y avait pas Napoléon... Le monopole du capital, c'est les juifs. Ah oui, oui. Mais ça, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. En fait, ce qui s'est passé pour les élections avec Sarko, entre Sarko et machin, il faut savoir qu'on fonctionne 3 banques américaines qui sont traitées par des juifs. Sarkozy et les juifs. Ils ont dit, de toute façon, ils ont appelé le gouvernement bien avant que Sarkozy arrive, il a dit, de toute façon, nous on veut traiter avec un juif parce que la dette, il va falloir peut-être la payer un de ces jours. T'as pas le choix. Donc là, c'était plus une question, Ségolène, machin, on met le bulletin dans l'urne, il fallait un juif à la tête de l'État, parce qu'il faut que traiter de juif à juif. Pas la politique qui commande. Pas de problème. C'était ça, on traitait... Voilà, c'était le business. C'est l'histoire. C'est encore, on apprend des choses comme ça. C'est encore Racisme, antisémitisme, je m'aperçois que tous les vieux clichés haineux dictent toujours leur raisonnement. Je décide de reprendre contact avec la base des militants. L'aide que je leur ai apportée sur le terrain m'a ouvert leur confiance. Je leur propose alors de les rejoindre chez une pépiniériste où ils se sont donné rendez-vous. Pas la mort. Non, mais moi j'ai la mort personnifiée. Frappée par la crise, la pépiniériste est en difficulté. Les militants de DI sont venus l'aider à nettoyer son terrain et faire quelques travaux d'entretien. Aider des petits entrepreneurs en difficulté, c'est la méthode qu'ils ont choisi d'appliquer pour se faire remarquer. La pépiniériste est ravie, les travaux peuvent commencer. Pendant 2 heures, ces politiciens d'un autre genre vont couper des ronces, élaguer des arbres et redonner des couleurs à la pépinière. Mais une chose me surprend, la responsable de DI nous a présenté comme une association écologique au doux nom d'Agir Propre. Mais elle sait politiquement où on se trouve? Non, c'est Agir Propre qui est venu faire. D'accord. Elle ne sait pas du tout et on lui en parlera pas? Non. On ne s'étend pas dessus, elle sait qu'on est venu lui donner un coup de main, c'est une action environnementale et pour l'instant c'est... D'accord. On a créé une deuxième asso, histoire de dire qu'on n'est pas présenté comme un mouvement politique, parce que ça part toujours sur des débats, mais vous êtes plutôt à gauche ou à droite, et quand tu dis que c'est plutôt carrément extrême droite, il y a toujours des gens pour tirer la gueule et te dire ouais mais il y a des gros racistes, non mais dehors c'est bon. D'accord. Donc le but de ça c'est de cacher le truc quoi. On cache pas, mais on le dévoile pas non plus. Pour avancer masqué, ils ont créé tout un ensemble d'associations aux noms respectables. Les 3 salons pour la culture, Réseau Solidarité Famille pour l'entraide sociale et Agir Propre pour l'écologie. Des couvertures derrière lesquelles on retrouve toujours les mêmes visages, ceux des militants de DI. L'après-midi s'est bien déroulé. Question politique, tout le monde a su tenir sa langue. Pour le reste, ça a été un peu plus dur. Moi, elle m'a dit on enlève le rond. Non, c'est les boucaques. Non, les boucaques. Les boucaques qui viennent piquer. Même souvent piquer de l'herbe sur le boulet de la bruyère. Alors qu'elle ignore toujours tout des jeunes qui ont refait son jardin, la pépiniériste va maintenant se voir proposer des tracts. Oh, mais oui, avec plaisir. Et on pourrait vous en laisser quelques-unes oui. Sur un coin de... On va le mettre là, parce que les clients ils se servent là, ils consultent les catalogues et tout. Donc on va mettre avec les catalogues. Alors déjà, j'ai parlé de vous, clients qui étaient là ce matin. Je dis, c'est petits jeunes, ils travaillent bénévolement. C'est génial. Voilà, ça fait plaisir. Sans les regarder, la patronne vient d'accepter des tracts ouvertement politiques qui renvoient au site internet de DI, des tracts signés de la croix et l'épée, le symbole choisi par ces jeunes militants. Bien malgré elle, la pépiniériste est devenue une passerelle vers un groupe de jeunes souhaitant la mort de la démocratie. Bravo les jeunes. Pour DI, l'opération séduction est réussie. En prenant des allures d'enfant sage, ils rêvent de faire changer les mentalités, de rendre les fascistes à nouveau respectables.
Plus d'1 mois s'est écoulé depuis le début de mon infiltration et je décide de retourner à l'église située juste au-dessus de la cave de DI. Je voudrais comprendre s'il existe une communauté de pensée entre ces jeunes et l'enseignement des abbés traditionalistes qu'ils fréquentent. Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec un des responsables de la paroisse. Bonjour mon père. Je voulais vous voir parce qu'en fait j'étais athée pendant très longtemps et là j'ai envie de me rapprocher de Dieu. D'accord. Pourquoi vous êtes venu ici? Parce que j'ai milité en politique quoi, et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens traditionalistes. J'imagine que c'est pas dans les jeunes communistes que vous avez... Non. Chez les communistes, on n'a pas trop de partisans en général, mais vous avez milité dans le coin. Au FN. Mon lien inventé avec le Front National met immédiatement l'abbé en confiance. Bon, ce que je peux vous proposer, moi, c'est de vous faire un cours de caté pour adultes. Il n'y a rien à apprendre par cœur, surtout on discute. L'abbé me propose de retrouver le droit chemin en reprenant toute mon éducation religieuse à zéro. Très bien, je vous remercie, mon père. Allez, au revoir Mathieu. Au revoir. À très bientôt. Je quitte son bureau pour rencontrer mon maître de catéchisme à l'autre bout de l'église. Au début, le cours va se dérouler normalement. L'évangile, la foi, les sacrements, tout est passé en revue. Mais rapidement, l'abbé va sortir de son rôle. Il se lance dans une série de commentaires qui n'ont plus grand-chose à voir avec une formation religieuse et qui s'ajoutent comme un bonus à mon éducation. Premier dérapage, l'origine des races. Il y a un truc, par exemple, qui est frappant. Il y a ceux qui ont connu des missionnaires, par exemple, qui sont restés 30 ans en Chine. Ils reviennent. Là, ils ont quelque chose de chinois. Ils ont les yeux bridés. C'est vrai, hein. Plusieurs m'ont dit. Parce que à cause de la luminosité là-bas, etc., on plisse les yeux en fait. Si vous restez 30 ans à plisser les yeux, vous finissez par avoir les yeux. Ben voilà. Alors si ça peut se faire sur une vie d'un homme, sur des générations, c'est ça qui fait que ceux qui sont dans le sud sont plutôt bronzés, ont une peau qui supporte mieux le soleil, etc. C'est vrai qu'il y a des différences. Je veux dire, on prend le 100 mètres sur la ligne du par 100 mètres, il y a presque des noirs. Nous, on n'a jamais dit que les hommes étaient égaux, c'est stupide. Le temps continue de monter et l'abbé dérape maintenant sur les autres religions. On a un islam qui devient de plus en plus véhément, qui est dans les prisons, etc. Donc, et à côté de ça, nous on dit qu'il ne faut pas convertir les gens, il faut les laisser dans leur religion, etc. Donc le côté virulent qui est inhérent à l'islam, attention, parce que l'islam est une religion de guerre. Et c'est une religion politique. En soi, c'est porté dans le bouquin même, dans le Coran. Et c'est là où c'est dangereux. Mais il se pourrait qu'un jour il y ait une guerre civile ou que, enfin, si on est encore capable de réagir, hein, parce que le problème c'est est-ce que y aura des gens qui auront encore les tripes de réagir, quoi. On n'en sait rien, donc c'est pour ça qu'il faut former. Réagir face à la montée de l'islam, se former, se préparer à une guerre des religions. En plein cours de catéchisme, l'abbé m'a tenu des propos identiques à ceux que j'entends à chaque rendez-vous avec les jeunes de Die et Ciré. Est-ce un hasard? Pour le comprendre, je décide de me rendre dans l'école religieuse tenue par les abbés de cette paroisse. Bonjour. J'ai rendez-vous avec l'abbé Razonit. Ah oui, c'est... Ici, depuis 3 ans, les traditionalistes ont fondé leur propre établissement scolaire. Des établissements comme celui-là, il en existe 80 en France. L'abbé, qui dirige l'école, me reçoit dans son bureau. Bonjour, monsieur l'abbé. Ma présence ne le surprend pas. Comme de nombreux membres de DI, je viens lui offrir mes services pour donner des cours ou contrôler les études surveillées. Si vous pouvez déjà être là le lundi, le mardi, le jeudi, ce sera déjà pas mal. D'accord. Ça sera moi l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après, si vous êtes à l'aise, si je vois que si ça se passe bien, ben vous pourrez avoir des petites missions supplémentaires. C'est une école hors contrat. D'accord. On est justement hors du système qui nous laisse la possibilité de gérer raisonnablement les programmes. D'accord. Très bien. Sans me demander le moindre CV, en moins de 5 minutes, je suis pris à l'essai. D'abord comme surveillant pour tester mon autorité, seul critère requis pour devenir prof de mathématiques dès la semaine suivante.
Je découvre l'école, 85 élèves, de 3 à 15 ans. Ici, la plupart des enseignants sont bénévoles. Étudiants, curés ou parents d'élèves, la majorité d'entre eux n'ont aucune formation pédagogique. Ne répondez pas. L'ambiance est plutôt rude. Dans le couloir, des enfants récitent des prières, la tête contre le mur, en guise de punition. Alors que je m'apprête à rejoindre ma classe, je suis interloqué par une discussion entre un parent d'élève et 2 enseignantes. Un échange de points de vue sur le départ des Français d'Algérie. Mais ceux qui ont vraiment senti, oui, ceux qui ont senti vraiment le Russie, ils sont partis bien avant. Oui, vous êtes parti et vous venez de partir un peu plus tôt, donc vous êtes resté jusqu'au bout. Oui. On va parler des entreprises, des entreprises comme Oui. Je suis parti avant eux. Ah bah oui, tu penses là. C'est des juifs, évidemment. Bon, ils sont pas... Ils ont mis les caillons de côté, crois-moi. Ah bah ça, eux, ils sont connus pour ça. Ils se sont partis tous les jours. Ah bah tu penses. Eux, ils partent les rats qui toujours le lac très tôt. On leur fera plus le coup de l'exode, là. Le ton est donné. Ces enseignants sont ouvertement antisémites. On me présente ma classe. Bonjour, je suis le nouveau surveillant. Pour ce premier jour, on me confie 3 élèves d'une classe de 5e. Ils m'accueillent avec un petit dessin au tableau noir, une croix gammée, rapidement dissimulée. Les enfants ne semblent pas gênés par cette provocation. Au contraire, à peine assis, ils me posent une première question. Vous êtes facho ? C'est pas une question qu'on pose comme ça. Oui, je suis facho, il est facho, nous sommes fachos parce que vous savez, mon mari a fait bien, c'est le frère Auschwitz. Je l'ai écrit sur la vaisselle. Et ça continue comme ça pendant 1h30. Face à moi, des enfants de 12 ans qui ne parlent pas foot ni petite copine ou console de jeu, mais croix gammée et camp de concentration. Des propos haineux, racistes, violents et incohérents déferlent. Des préados endoctrinés par leur environnement et qui, pour me provoquer, vont entamer un chant qui s'amuse des chambres à gaz et n'hésitent pas à banaliser un crime contre l'humanité. Au nord de Berlin, au sud de Berlin, un camp magique, appelé aussi. Nous aussi attendons toi ici. Mais où est-ce que vous apprenez une chanson? Ici. Tu peux y prendre des douches gratuites. Chant qui était chant magique. On fera des Fin de la première journée. Je n'en reviens pas. Des enfants qui s'amusent en chantant des chants hitlériens, des profs et un parent d'élève franchement antisémite. En infiltrant cette école religieuse, j'ai en fait le sentiment d'être entré dans un nid de fascistes. Je décide alors d'organiser un rendez-vous officiel cette fois, avec le responsable de l'école. C'est notre journaliste identifié qui s'y rend à ma place. Il est attendu par Monsieur Rivière. Il a créé et gère cet établissement. Il y a 3 ans, on devait avoir 36 élèves. Et puis on est passé à 40 et quelques, à 60 et à 85 cette année. Et c'est quoi? C'est une demande? Ça, c'est la 4e année, si vous voulez. Donc il y a vraiment une demande et je pense qu'on atteindra 90, 95, peut-être 100 l'an prochain. Le gérant, fier de sa réussite, nous présente le directeur de l'école. L'abbé responsable de l'établissement, celui-là même qui m'avait accueilli le premier jour. Nous les interrogeons sur les suspicions racistes et fascistes qui planent sur l'établissement. On nous renvoie dans les cordes. Quand on est arrivé, on s'est fait taguer avec des croix gammées, le truc. J'ai expliqué, je suis passé dans le journal en disant ces connards de nazis, il y en a marre. Et l'opposition laïcarde qui croit ferait bien de se souvenir que les nazis étaient anti-catholiques. Je suis profondément catholique. Je suis donc anti-nazi. Profondément catholique, donc profondément anti-nazi,
Une injonction bien éloignée de ce que j'ai pu constater lors de ma première visite en caméra cachée. Nous essayons alors d'en savoir plus sur le deuxième point qui pose problème. Cette école, hors contrat d'État, peut adapter les programmes à sa guise. Y a-t-il risque de dérive? Qu'en est-il des professeurs et de leur enseignement? Je connais les professeurs d'histoire, ce sont des gens... je connais. L'un des professeurs d'histoire, c'est mon ancien professeur d'histoire dans le contrat, dans le sous-contrat. Vous imaginez que s'il a enseigné pendant 40 ans avec les manuels de l'éducation nationale, s'il aurait eu n'importe quelle idée idiote, ça fait bien longtemps qu'il aurait été viré. OK? Donc chez nous, il enseigne la même chose, sauf qu'il a moins d'élèves, plus la latitude d'améliorer ses programmes et son enseignement. Un exemple précis, l'Holocauste. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des débats, il y a ce qu'on appelle le révisionnisme. Ça, c'est pas notre tasse de thé. Aujourd'hui, de tout temps. Pour nous, la lecture de l'histoire n'étant pas idéologique, il n'y a pas lieu de faire un focus particulier disproportionné dans le temps et de prendre, par exemple, un trimestre entier pour parler de l'Holocauste, en oubliant les 60 ou les 100 autres années du programme d'histoire. C'est pas l'objectif. Vous comprenez bien? On ne fait pas de distorsion. Ça va être traité, mais ça va être traité à sa place. Voilà. Pas de révisionnisme, mais un traitement équitable et équilibré sur l'ensemble de l'histoire. Un vœu pieux auquel ces hommes ont l'air de croire. Équipé de ma caméra cachée, je décide de retourner à l'école pour voir ce qu'il en est vraiment. En vue de ma formation pour devenir prof dans cette école, je demande de pouvoir assister au cours d'histoire. Aujourd'hui, le cours porte sur la Seconde Guerre mondiale, plus précisément sur Pétain et la notion d'occupation. C'est le professeur dont nous parlait le gérant de l'établissement qui donne le cours. Alors, traitement équitable de l'histoire, pas de parti pris idéologique, je vais vite être fixé. C'est vrai que la France est occupée, mais je vous rappelle qu'en 1919, on va occuper une partie d'Allemagne, notamment la Rhénanie, pour 15 ans. Donc on ne peut pas reprocher aujourd'hui, enfin en 1940, l'occupation de la France, puisque les Français eux-mêmes avaient occupé l'Allemagne pendant 15 ans. Mais lorsque vous avez un occupant qui a gagné la guerre, qui vous impose certaines choses, au risque de choses plus graves, eh bien, vous essayez de le satisfaire sur certains domaines, etc. Voilà, donc ce maréchal Pétain, c'est tout ça. C'est un homme qui a rendu d'énormes services à son pays pour le maintien de l'ordre. Le ton est donné. Pendant 45 minutes, l'enseignant va minimiser la violence de l'occupant nazi, dénigrer De Gaulle et réhabiliter Pétain. Contrairement à ce que l'on nous avait annoncé, il n'y aura pas un mot sur l'Holocauste et les grandes dates de la guerre sont ignorées. Il faut savoir que le cas de De Gaulle est assez caractéristique parce que De Gaulle a quitté le sol national avant l'armistice. C'est-à-dire qu'il l'a quitté alors que la France était en guerre. Dans le droit militaire, ça porte un nom. Ça s'appelle la désertion. Pendant tout le cours, ce surprenant professeur d'histoire dit vouloir tordre le cou aux idées reçues. Et pour conclure sa leçon, il va aller très loin. Les SS, avant la guerre, c'était des forces de police, on dirait aujourd'hui comme les CRS. Quoi. Et puis avec la guerre, ils vont devenir plutôt comme une légion étrangère. Et l'arme d'élite de l'armée allemande. Ça, c'est délicieux. En parlant ainsi des SS, cet instituteur valorise les hommes chargés d'exécuter la solution finale. Il dérape dans l'apologie de ceux qui ont commis un crime contre l'humanité. Le professeur vient ici une après-midi par semaine apprendre l'histoire à ses enfants et il le fait bénévolement. C'est sa retraite de l'éducation nationale qui lui assure ses revenus. Ça, dans une école classique, on peut pas le dire, quoi. Ah oui, et encore que je suis obligé tout de même à une certaine réserve. Mais j'ai l'obligation aussi de dire ce que je pense être le fait historique. Et non pas de passer sous silence ce qui permet uniquement de faire passer un message idéologique. Du coup, vous n'avez pas parlé de tous les juifs pendant la... Non, je n'en ai pas parlé parce que je ne crois pas l'en prendre assez comme ça. Ils n'ont pas besoin que je leur en parle. Alors de t'en parler, on ne me le reprochera jamais. Mais de dire ce que j'en pense, oui. Là encore, nous sommes très loin de ce que nous déclarait face caméra le responsable de l'établissement.
Le professeur d'histoire fait le tri dans son enseignement et assume son révisionnisme. À chaud, je veux mesurer l'impact du cours sur ces enfants de 3e. Les dernières, c'est pas la même version. Parce que l'année dernière, on le disait que putain, c'est un nul. Avec là, c'était un peu dit que putain, mes parents me disaient ce qui était bien, mais je n'avais pas des explications. Qu'est-ce qu'ils disaient, tes parents? Ils disent que Bézard n'a pas collaboré. Enfin, voilà. D'accord. Et là, dès que le prof explique, c'est bien. D'accord. De retour dans ma salle, je reprends cette discussion avec des enfants plus jeunes. Je décide de leur faire part de mon étonnement face à cette lecture de l'histoire. Immédiatement, les élèves deviennent agressifs. Toi, t'es un gaucho. Il a une tête de gaucho. Ça se voit, attends. Et tous les gauchistes, il faut les saigner. C'est tout. No, I hate gauchistes. And I hate niggers. C'est vrai. T'as vu? J'aime pas les juifs. J'aime pas les arabes. Les juifs, j'aime pas les noirs. Les juifs, et t'as vu les juifs comment ils sont traités dans l'évangile? Attends, c'était il y a pas longtemps, c'était dimanche. T'as vu l'évangile de dimanche? Ouais. Ils se font assoter la gueule, les juifs, par le Christ. Et ils se font défoncer la gueule par le Christ. Alors moi je fais quoi? Je fais l'évangile, donc je défonce la gueule aux juifs. Je prends l'évangile, je vais le lire, et je vais éditer tous les passages contre les juifs. Et à chaque fois je mettrai des références, donc tous les catholiques seront obligés d'haïr les juifs. Après je ne le montrerai pas, je vais dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec l'évangile, vous êtes un hérétique. Vérification faite auprès de l'Éducation nationale, aucun agent du ministère ne peut contrôler ce qui se passe dans ce genre d'établissement tant qu'un parent d'élève n'a pas déposé une plainte. Je retourne une nouvelle fois à la cave pour y retrouver les militants de Die et Ciré. Une fois par semaine, c'est ici qu'ils se préparent au combat de rue. Des cours de Krav Maga, une technique de combat rapprochée utilisée dans l'armée. Le prof est un cador, formateur dans l'armée française. Ce soir, c'est son remplaçant qui donne le cours. Donner un coup de pied, ça tout le monde sait faire, vous n'avez pas besoin de moi. Ce que je veux, c'est que vous soyez un peu les maîtres chez vous. C'est-à-dire qu'un général qui aurait une armée, il n'arriverait pas à commander tous ses hommes, il est sûr de perdre la guerre. Chez nous, c'est pareil. Le général, il est là. Si on n'est pas capable de commander ce qu'on veut au pied, c'est pas la peine d'aller se battre. On a des armes, il faut pouvoir les maîtriser intégralement, autrement, ça sert à rien. Une fois par semaine, les plus motivés viennent s'initier à la castagne et reçoivent les conseils avisés du spécialiste. C'est vachement plus dur de cogner sur un site avec lequel on a parlé que sur un mec lambda. Pas de blablabla, tu fais quoi, t'as une telle culotte, des chaussettes sans telle couleur, non. On cogne. Un jour, j'ai tapé sur quelqu'un, il était par terre, je lui fous 5 mandats dans la tronche et en fait, il était encore vivant. Ouais. Mais vraiment, j'ai tapé vraiment fort. En fait, j'ai dû taper dans l'oreille, un truc comme ça. T'as pas mis le coup de hanche au moment où tu mets ta main? Non, j'ai pas vu les... Moi, j'ai tapé sur un gars, un noir, ce nègre. Je l'ai pris comme ça. J'y suis allé, mais comme un sourd. Je lui ai dû l'enculer fort, moi, 5, 6. Il s'est relevé, il est reparti. J'aurais tapé vachement moins fort. Comme ça. Chauffé par les conseils du prof, après l'entraînement, un des cadres du mouvement m'approche et décide de se confier. Une déferlante de haine et d'incitation au crime. On a une société complètement décadente qui est pire que se donner des morts, pire que la romantique. Maintenant, un violeur n'est même plus puni par la loi. Il fait 2 ans de prison, bonne publique, il va les relâcher. C'est ça. L'homosexualité est autorisée, bientôt le meurtre des vieillards est autorisé, le meurtre des enfants dans le sein de leur mère est autorisé. On va en arriver à quoi? La pédophilie autorisée, hein, tu sais. Les masses entières vont péter les câbles. Là, il faudra tirer à vue. Hein. Moi, comme je disais, dans les jours où il y aura ça, je sais pas si je le ferai, mais je le dis, en tous les cas, c'est déjà pas mal. Moi, c'est les femmes que je tue en premier. Parce que le nombre de fois où on a vu les mamas musulmanes avec leur machine à la con, leur voile et tout ça, se ramener, ils étaient blindés de bombes à l'intérieur, elles faisaient sauter le camp. C'est elles qui font ça. Elles. Parce que eux, ils ne vont pas tirer sur nos femmes et nos enfants. Et tu vois, au Krav Maga, ça c'est qui nous apprend ça, c'est les profs, ils nous disaient, mais enlevez-vous cette pensée juive chrétienne de la tête. Cette pensée qu'on n'est pas là pour faire mal. Il vous attaque, il vous veut du mal, vous lui faites du mal. Et ça, je trouve ça énorme comme système de pensée. Ouais. C'est vrai que...
4 mois se sont écoulés depuis ma première visite. De retour sur le terrain, Ludo qui rêvait d'un parcours du combattant pour mobiliser ses troupes à gagner son pari. Ils sont plus de 100 à être venus pour l'inauguration. Je retrouve les cadres du parti et des profs de l'école. Toutefois, de nombreux visages me sont encore inconnus. Ça a ramené du monde, là. Il y a plein de têtes que je connaissais pas, moi. Parmi ces nouvelles têtes, des participants proches des lefévristes, venus de loin, voir comment ils pouvaient reproduire ce genre de structure dans leur région. Sorlin l'avait annoncé, pour gagner, ils doivent se multiplier. La machine est lancée. On voyait l'avenir plutôt comme des groupes comme le nôtre, quoi. Ouais, catholique. Oui, c'est important. Sinon, ça tient pas. Donc il faut qu'au moins que les cadres soient catholiques. Tout à fait. L'ennemi est trop puissant. On peut le battre qu'avec l'aide de la croix. Sans l'aide de Dieu, on va rester à la maison. À peine éclos, DI se prépare déjà à faire des petits dans la plus totale discrétion. Je donne 2-3 instructions avant le commencement et le début des hostilités. Je tiens à rassurer tout le monde, absolument tout le monde. Aucune photo où on verra des visages ne passera sur Internet. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. À l'abri des regards, ils vont pouvoir se lâcher. Au programme du jour, formation idéologique, cours de self-défense, technique de survie en milieu hostile et le clou des réjouissances, le parcours du combattant. Allez. Si vous voulez, je peux faire comme ça. Non, je peux pas tenir. Une parcours, je m'en fous, on gerbe. Jusqu'à gerber, quoi. Encadrés par 3 militaires professionnels, les apprentis combattants sont encore à la peine. Mais leur motivation est totale. Pour la bonne cause, ils sont prêts à suer sang et eau. Bien sur la collision, bien sur les foot, les gars, c'est dur. Ça va, pas trop dur? En fait, j'ai adoré là. Là, c'est pas bon. Ah ouais, là, on est bon là. Ça, c'est nickel. Elle est parfaite. Désormais, ces jeunes fanatiques possèdent leur propre terrain d'entraînement et ils ont surtout atteint leur premier objectif, montrer l'exemple à d'autres militants. Le but, c'est aussi de donner envie de monter ça chez eux, quoi. Qu'ils voient ce qu'on peut faire, avec pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de temps, juste se dans les doigts à une quinzaine de potes. Ouais, Fabrice, il disait que le but, c'était d'en faire une dans chaque ville, quoi. Donc le but, c'est complètement justement d'être prêt pour le jour où le pouvoir sera ramassé, quoi. En attendant, ces jeunes fascistes vont continuer à s'entraîner, à se former et à préparer la relève au nom d'un idéal forgé dans la haine de l'autre et la foi en Dieu.